Dans le cadre du 40e anniversaire d'ésotérisme expérimental, extrait des archives mémorables pour le club créé, le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, qui vous propose à tous les abonnés à la salle 1610 qui correspond au mois d'octobre 2016. Voici extrait de nos archives de 1991 précisément, la conférence de presse donnée à Montréal par M. Jean-Pierre Petit, astrophysicien cosmologue. Il venait de faire connaître au monde entier par la publication de son premier livre sa relation avec le phénomène extraterrestre qu'on appelle les humites. Bonne écoute. M. Jean-Pierre Petit lors de la conférence de presse qu'il a accordée ici à son passage la semaine dernière à différents journalistes, auteurs de ce livre. Il n'y a pas un feuillet d'univers, mais il y en a deux. Et dans le second feuillet d'univers, la flèche du temps est en opposition. Je vous avouerai que j'aurais jamais été capable d'avoir une idée comme ça. Et il était dit aussi, et c'est pour ça que là j'ai sorti le document en espagnol qui permettait de voir à quoi ça ressemblait. On peut le montrer, voilà, pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand on reçoit un texte de ce genre-là. Qu'est-ce qu'ont reçu les Espagnols? Et on va dire que 80% de la documentation sur laquelle on travaille scientifiquement est arrivée entre 62 et 67. Hein, c'est pas des choses récentes. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est peut-être par là, non Bon, il y avait une... Non, ça c'est sur les ordinateurs. Oui, il y a un document que vous avez filmé comme ça, qui montrait justement. C'est pour la petite histoire qu'on montrait quelque chose qui avait une importance en cosmologie. Ouais, je pense que ça doit être un de ceux-là. Oui. Alors, c'est pas ça. Voilà, ça. Voilà, bon. J'avais un petit peu retouché. Un petit peu retouché, mais c'est tellement mauvais que c'est des photocopies de photocopies. Vous voyez, bon, ben là, on voit. Les univers sont énantiomorphos. C'est énantiomorphe. Bon, à l'époque, moi, quand j'ai vu ça, j'étais obligé de chercher dans le dictionnaire parce que je connaissais pas. J'avais beau être scientifique, je m'étais jamais posé des problèmes d'énantiomorphie. L'énantiomorphie, c'est la propriété géométrique qui lie la main droite et la main gauche, le fait que les objets soient en miroir. Alors, j'ai pris l'outillage mathématique que j'avais. Vous savez, un scientifique, c'est quelqu'un qui a une boîte à outils. Quelle que soit sa discipline, qu'il soit biochimiste ou qu'il soit physicien ou mathématicien, il a une boîte à outils. Alors moi j'ai pris une boîte à outils qui traînait et j'ai commencé à faire un peu de cosmologie avec ça. Et j'ai publié en 1977 à l'Académie des Sciences un papier qui s'appelait Univers énantiomorphe à flèche du temps en opposition. Et c'est tombé dans une indifférence la plus totale. Et j'ai trouvé simplement qu'il y avait des pièces du puzzle qui s'assemblaient bien, que mathématiquement c'est une solution qui était intéressante. Et c'est à cette époque-là, enfin entre autres, que vraiment ça m'a beaucoup intrigué, parce que je me suis dit, il y a des, comment on dit, en jargon, on appelle ça une démerdante, quoi. Hein, il y a quelque chose qui permet de trouver des solutions là-dedans, et le type qui a sorti ces phrases-là, il connaissait cette solution. Donc j'étais intrigué, je me suis dit, d'où est-ce que ça peut sortir, une chose comme ça. Ensuite, bon, il y a des informations dans une palette très vaste de disciplines scientifiques, y compris en mécanique des fluides. C'est là-dedans que j'ai trouvé l'idée qu'on pouvait voler à vitesse supersonique sans faire de choc. Bon, une journaliste tout à l'heure évoquait une critique, enfin pas une critique, mais un commentaire d'un scientifique qui disait, bon, Jean-Pierre Petit est un monsieur qui a fait des travaux scientifiques solides, dont on ne conteste pas la qualité, il a simplement beaucoup d'imagination. Bon, et oui, voilà, et en particulier pour la MHD, ça n'est pas nouveau, les Japonais en ont déjà fait, oui, mais personne n'a jamais écrit antérieurement en 75 qu'on pouvait voler à vitesse supersonique sans faire de bang, et ça c'est une idée complètement neuve et sans aucun précédent connu, ça ne se trouve pas dans la littérature. Donc, je dirais que ces documents-là, à cette époque-là, ils ont fonctionné comme une machine à penser. C'est curieux, on a un tas de papiers comme ça, on lit, et les idées viennent, on trouve des choses, on met des choses ensemble. C'est une sorte de puzzle. Hein, vous donnez à un enfant des Lego ou un mécano comme ça, et à ce moment-là, ces concepts-là s'assemblent, se mettent à fonctionner de façon très intéressante. Donc, j'ai beaucoup fonctionné avec ce thème de la magnéto-hydrodynamique. Ça a été assez loin et
ça ne vous surprendra pas si je vous dis que scientifiquement, on m'a fait aucun cadeau et qu'il a été très difficile de trader dans le domaine. J'étais tellement têtu que j'ai fait fonctionner pendant des années un laboratoire dans un appartement de la ville d'Aix-en-Provence, équipé à 30 000 volts. Ça, c'est raconté dans un autre livre, mais je veux dire que quand on faisait des expériences avec les micro-ondes, il y avait toutes les télévisions du quartier qui commençaient à déconner. Bon, ça, c'est un peu pour la petite histoire, mais on peut dire que c'est un peu navrant d'avoir été obligé de travailler pendant des années dans des conditions pareilles. Puis ensuite sont venus les derniers travaux de cosmologie. Là aussi, il y a une information qu'on trouve nulle part. L'idée que la vitesse de la lumière ne soit pas une constante absolue, qu'elle puisse varier. Quand j'ai trouvé ces informations-là, chaque fois, ça déclenche une sorte d'enquête auprès des milieux spécialisés. Pourquoi est-ce que la vitesse de la lumière est une constante absolue? Et après avoir interrogé les plus grands spécialistes de la science, la réponse gênée est parce que c'est l'hypothèse fondamentale de la science. Autrement dit, là, on tombe sur les fondations de la maison. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il n'y a rien, c'est ce qui est en dessous de la maison. C'est tout. Bon, alors, la réaction logique consiste à dire, et si je considérais que la vitesse de la lumière a pu varier au cours du Big Bang, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, ça n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, parce que tout doit varier à ce moment-là. La constante de gravité, la constante de Planck. On a une espèce de jeu où les constantes de la physique se mettent à se modifier les unes les autres, comme ça. Alors, le physicien théoricien serait tenté de dire, ok, prenons cette hypothèse, et puis voyez ce que vous pouvez faire, faites marcher ça, et voyez jusqu'où ça coince. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça donne une solution de l'équation d'Einstein, et qu'elle est plutôt meilleure que la solution de Friedman. Vous savez qu'actuellement, tous les modèles cosmologiques sont basés sur une solution qui date de 1919 ou 21, je ne me rappelle plus la date exacte, et qui fournit 3 modèles d'univers à courbure positive, à courbure négative ou à courbure nulle. Et puis on discute depuis cette époque pour savoir quel est le signe de la courbure de l'univers, est-ce qu'il est en expansion indéfinie, est-ce qu'il va se recontracter, etc., etc. Et cette solution, cette vision du Big Bang a des défauts conceptuels gênants. Je citerai un certain nombre de questions non résolues. On ne sait pas pourquoi l'univers est homogène. Pourquoi? Bien parce que quand il était très jeune et très tassé, et les particules s'ignoraient les unes les autres. L'onde électromagnétique qu'elles avaient pu émettre, qui représente leur possibilité de contact, eh bien, elles ne s'étaient pas atteintes les unes les autres. Imaginez une époque où la voix n'est pas réussie à porter pour que les gens puissent se communiquer. Et on pourrait se dire, comment font ces gens pour parler tous la même langue alors qu'ils ne se sont jamais parlé, hein? Les particules ne se parlaient pas au début de l'univers. Or, pour qu'il y ait un brassage et que l'univers soit bien homogène, il faut que les particules puissent discuter entre elles, puissent entrer en collision. Donc ça, c'est un défaut majeur de la théorie du Big Bang, sur lequel on n'a pas de réponse bien définie. Il y en a un autre, c'est on a un univers isentropique, où l'entropie ne varie pas. C'est embêtant. Comment fait le temps pour s'écouler alors que l'entropie, elle, a l'air d'être gelée comme le mercure dans un baromètre? Donc on aimerait bien avoir une réponse. Et ça, c'est une question qui avait été pas mal agitée par des gens comme Prigogine. Bon, il y a d'autres choses assez curieuses. La physique moderne identifie, dans la relativité générale, la matière et l'énergie. Ce sont deux formes d'un même objet. Or, vous avez un cosmos à deux vitesses. C'est-à-dire que quand il entre en expansion, au début, il est fait de rayonnement et il s'étend suivant une certaine loi mathématique, suivant racine de t. Et puis après, lorsque les photons se sont condensés en matière, et que la matière commence à être prioritaire, à ce moment-là, on change de vitesse et on passe avec une deuxième loi de vitesse. Bon, tout ça, c'est assez curieux. On se dit, mais on doit aussi supposer que la pression du cosmos est nulle. Il y a des petits défauts comme ça qui sont auxquels on n'attire pas trop de l'attention parce qu'on ne sait pas quoi en faire, quoi. Et en prenant ce modèle de cosmos à vitesse de lumière variable, eh bien ça résout tous ces problèmes d'un coup. Voilà, moi j'ai surtout étonné, l'homogénéité du cosmos est vérifiée, il a une entropie variable, le problème de la singularité initiale ne se pose plus puisqu'il n'y en a plus, puisque dans un texte humide par exemple, nous ne comprenons pas pourquoi
vous soulevez sans cesse la question de savoir comment varie l'entropie au cours du temps, puisque c'est la même chose. Le temps, c'est l'entropie, c'est exactement pareil. Bon, ça apparaît aussi dans ces choses-là. Peut-être que vis-à-vis de lecteurs, je suis un peu trop technique là-dedans, je vois que vous ne prenez pas de notes parce que c'est pas tellement notable, et ça explique simplement une chose, c'est qu'à partir de quelques tuyaux assez astucieux, j'ai pu sortir un travail qui apporte des réponses intéressantes et qui est même confrontable à l'observation. Actuellement, on pourrait dire que ce modèle, on pourra savoir si c'est vrai ou si c'est faux dans un délai de 5 à 10 ans avec les observations astronomiques. Le diamètre apparent des quasars permet de discriminer. Donc, c'est pas un modèle théorique supplémentaire, il y a quelqu'un qui suppose que c'est ci, il y a quelqu'un qui suppose que c'est là. C'est quelque chose de bien costaud et qui accepte le jeu de la science, qui consiste à se soumettre au verdict du réel. Si dans 10 ans ça se passe comme ça, alors j'aurai raison, sinon j'aurai tort. Donc on ne peut pas dire j'ai la vérité, mais ce qui est curieux, c'est que ça marche aussi bien. Le théoricien dira, sapristi, en ayant touché à toutes les vis et à tous les boulons de la machine, comment as-tu fait pour faire fonctionner quelque chose qui continue à tourner convenablement et qui même donne quelque chose d'intéressant. Alors, il y a des scientifiques qui diront, mais ça on ne le conteste pas, bon c'est solide, simplement il a de l'imagination. Bien non, je savais que le produit du rayon de courbure de l'univers par le carré de la vitesse de la lumière était une constante, je savais que l'énergie se conservait pas la masse, je savais que je devais converger vers une solution à courbure négative. Tout ça, c'est des renseignements trop précis. Donc, l'image qui est associée, c'est de dire, c'est un peu comme si on m'avait donné les 8 premiers chiffres d'une combinaison de coffre-fort qui en a 10. Et j'ai ouvert le coffre, et à l'intérieur, il y a ce qui était décrit dans les textes. Et ça, c'est présent dans des documents qui sont très anciens, qui datent des années 60. Alors, on peut dire, bon, c'est peut-être quelqu'un qui s'amuse à ça. Mais alors ça, j'aimerais bien le rencontrer, parce qu'un scientifique qui s'amuse à filer des renseignements scientifiques de cette qualité pendant 28 ans à des Espagnols incapables de les comprendre, sous une forme aussi exotique, bon, on peut dire que c'est un malade mental, peut-être. Il y avait un psychologue qui me parlait de la paraphrénie, en disant, un paraphrène, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à communiquer et qui est capable de créer une construction intellectuelle ou pseudo-intellectuelle. Un paraphrène, c'est quelqu'un qui crée une pseudo-langue, par exemple. Il y a des malades mentaux dans les hôpitaux qui parlent dans un langage absolument incroyable, avec une syntaxe qu'ils ont inventée. Ils ont besoin de ça pour communiquer. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas que la physique théorique, il y a aussi la biochimie, il y a plein de domaines de la science, comme ça, il y a l'exploitation de différentes anecdotes, il y a des faits anecdotiques. Alors, c'est pas un paraphrène, c'est un club de paraphrènes. Et là, ça devient plus compliqué, parce que imaginez un club de paraphrènes qui se mettent ensemble pour... Non, là, vraiment, moi, je décroche. Un scientifique, finalement, son boulot, c'est pas de dire à l'instant T ce qui est vrai et ce qui est faux, il raisonne en termes de probabilité, c'est-à-dire qu'il constate des effets et il dit, il me semble qu'il est probable que, et moi je pense que ma conclusion c'est que la probabilité pour que ce truc-là soit terrestre me paraît faible. Ou alors si vraiment il existe des farceurs qui ont fait ce genre de choses-là, je serais ravi de les rencontrer, je leur dirais, bon, vous m'avez bien eu pendant 15 ans, mais je ne pense pas que je les rencontrerai. Pourquoi ? Parce que ça me paraît peu probable, parce que quand on pense par exemple à la CIA, aux manipulations de ce genre, je ne crois pas que les services secrets soient aussi malins. J'ai eu un peu personnellement affaire aux services secrets français et c'est totalement ridicule. Je crois que c'est raconté dans d'autres livres, ce sont des gens qui vraiment ont des grosses chaussures. Peut-être que les services secrets américains sont plus malins, mais enfin, ils ont aussi fait montre de certaines incompétences à certains moments, quoi. Je pense à l'époque où la CIA avait expliqué à Bush que Deng Xiaoping était mourant au moment de l'affaire de la place Tiananmen, alors qu'il était en pleine forme. Enfin, les informations fournies par la CIA ne sont pas toujours très fiables. Et surtout pendant 28 ans. On ne peut pas faire marcher un truc comme ça sans que ça coince à un moment, sans que quelqu'un parle, quoi. J'aimerais que vous parliez un peu plus des Espagnols qui recevaient ces textes, comment ils les ont trouvés. Ah oui, ça. Est-ce que ce sont des illettrés, des analphabètes, ben ça c'est raconté dans le livre, mais
on a une reconstitution historique de cette histoire, vue de l'intérieur, vue de l'extérieur. Ça se fait au fil des années. On a complété un petit peu des chaînons manquants, on a compris des choses. Alors, historiquement, la première chose, c'est, je crois que c'est vers les années 54, les Humites écrivent à des scientifiques du Mont Palomar, en leur envoyant un rapport très savant pour leur expliquer pourquoi certaines galaxies ont des formes irrégulières, parce qu'il y avait des astronomes qui avaient écrit que l'irrégularité de ces galaxies suggérait peut-être qu'il y avait des forces inconnues qui étaient à l'œuvre dans ces galaxies, qui les déformaient. Alors ils ont écrit, mais vous avez raison, vous avez mis le doigt sur quelque chose de juste, c'est là que vous devez travailler. Et qu'est-ce qu'a fait l'astronome? Il a vu arriver ce rapport extraterrestre, il a jeté la poubelle immédiatement. Et les Humites ont été très déçus en disant, enfin, c'est pas rationnel, on lui envoie des renseignements, ça ne marche pas. Donc après un certain nombre d'échecs patents auprès de scientifiques qui se sont dit, mais c'est peut-être pas des scientifiques qu'il faut contacter parce que ça les intéresse pas, quoi. Alors après, ils se sont intéressés aux gens qui eux-mêmes s'intéressaient au sujet OVNI. Alors vous savez aussi bien que moi que dans ce monde-là, il y a vraiment à boire et à manger. Et il y avait à Madrid un ésotériste distingué qui s'appelait Fernando Sesma, et qui faisait des conférences hebdomadaires dans un café qui s'appelle la Balena Alegra, la baleine joyeuse. Et un jour, il y a un côté à mourir de rire là-dedans. Sesma reçoit un coup de téléphone de gens qui disent, enfin, on n'a pas qu'on oublie de vous faire entendre la cassette. On a réussi à choper un jour ce genre de conversation téléphonique. Donc, il y a un enregistrement de ces espèces de voix de canard. C'est un peu Donald Duck quand ces gens-là s'expriment. Oui, vraiment. Dans leur texte, ils expliquent qu'ils n'ont pas de cordes vocales, mais des replis pharyngés un peu primitifs. Et c'est avec ça qu'ils font des sons. Donc, quand ils vont à la Scala de Milan et qu'ils entendent une cantatrice chanter, ils sont complètement dépassés par les événements. Comment ils ont appris notre langue? Sans doute assez difficilement, ou avec des implants vocaux et tout ça, mais au départ, c'est pas génial, quoi. Vraiment, c'est pas Caruso, quoi. Et alors, il téléphone à ce brave Sesma en disant nous sommes des extraterrestres, nous venons d'une autre planète, et Sesma leur répond, écoutez, j'ai les Martiens mardi, les Vénusiens vendredi. Est-ce que mercredi en 8, ça vous irait? Parce que pour lui, ça posait strictement aucun problème. Alors, Sesma reçoit des coups de téléphone, des rapports et tout ça, et dans son club ésotériste, il faut voir ce que c'est qu'un club ésotériste espagnol. Il y a beaucoup à l'époque du franquisme, beaucoup de dames assez riches qui venaient pour écouter des histoires qui les faisaient un peu bercer, et Sesma lisait ses poèmes ésotériques et tout ça, puis il avait également la communication humide qui venait lire. Alors on a des textes humides disant, écoutez, ne mélangez pas ce qu'on vous envoie avec ce que vous racontez. C'est impossible, Sesma a toujours fait un amalgame absolument infernal de ce genre de choses. Et le cercle s'agrandit, les gens qui viennent à ce club se mettent aussi à recevoir des documents. Et les Humides disent, lorsqu'on a envoyé les premières informations d'un caractère scientifique pour faire un peu une expérience, pour voir un peu à quoi les gens réagissaient, ils étaient très inquiets en disant, mais ça va faire une déflagration si on explique aux gens que la Terre est ronde, que ceci, que cela, alors ça va changer leur monde. En fait, il y a une telle inertie scientifique que même moi qui suis en train de raconter des choses très provocatrices ici, je pense pas que la communauté scientifique va subir un phénomène sismique dans les mois ou années à venir. Il va vraiment falloir bouger très fort pour arriver à changer les choses. Et donc des gens divers et variés se mettent à collecter, à recevoir un petit peu ce genre de texte. Et puis au bout de 5 ans de ce petit jeu, arrive une lettre circulaire où les Humides disent, nous avons une navette qui va arriver comme ça pour venir rechercher du monde, parce que on ne peut pas faire le voyage tout le temps, hein, il y a des conditions qui s'y prêtent. C'était, je crois, en 67. Et il y a un engin qui atterrira au Brésil, près de Oruro, il y en a un autre à tel endroit, un autre à tel endroit, et un autre près de Madrid. Alors tout le petit club de Madrid, ils étaient une vingtaine, se réunissent, et puis ils disent, bon, on va signer un document disant qu'on a été prévenus. Mais ce qui est assez drôle, c'est que finalement, et ça c'est valable aussi pour les gens qui souvent s'intéressent aux ovnis, c'est qu'ils n'y croient pas vraiment. Et que quand ils sont face au phénomène, ils ont aussi peur que tout le monde. Ce qui fait qu'après avoir constaté la réception de cette lettre, il y en a un grand nombre qui partent carrément en week-end tranquillement en famille, et d'autres qui, courageusement, prennent des appareils photographiques et vont se placer sur les lieux en disant, on ne sait jamais, il faut quand même aller là-bas. Et ça a été l'affaire de San José de Valderas, où il y a un engin qui a laissé des traces et qui a été vu par des témoins.
Et à cette époque, il y a un industriel espagnol qui s'appelle Fariols, Raphaël, qui est un type absolument adorable et passionnant, et qui se promenait en voiture avec sa femme Carmela, et il entend, il y a un engin qui s'est posé à San José de Valderas. Alors, comme il n'était pas loin, il prend sa voiture, et il décide d'aller là-bas, et quand il arrive, il trouve un ingénieur, Villagrasa, qui était tout pantelant, avec plein d'appareils photo, et qui dit quand je pense que j'étais au courant. Alors, Fariols lui dit, mais vous étiez au courant de quoi? Oui, on avait reçu une lettre disant qu'ils allaient venir. Mais ils, quoi? Los humitas. Alors, Fariols, qui est un peu comme moi, très curieux, il a dit, moi je veux en savoir plus. Et il a entendu parler de SESMA, de cette documentation, et il a dit, je vais acheter sa documentation à SESMA, comme il était très riche. Alors on lui a dit, vous savez, il y tient comme un prêt de ses yeux. En fait, quand il est arrivé, il lui a acheté tout pour 5000 francs français d'aujourd'hui, quoi, pour une somme dérisoire, alors qu'il était prêt à allonger un chèque avec 2 zéros supplémentaires, quoi. Hein. Et SESMA a été comme pressé de se débarrasser de ce genre de choses, parce que ce genre d'information, si c'est pour jouer avec, ça va, mais si c'est vrai, alors là, SESMA a voulu s'en débarrasser. Fariols avait plus de placidité, de curiosité. C'était un ingénieur, un technicien, il avait une usine de plexiglas, donc il s'est trouvé, le centre de gravité de cette affaire s'est un peu déplacé vers lui. Bon, après c'est un peu évoqué dans le livre, c'est une histoire assez compliquée, mais voilà comment les gens ont été contactés. Il y a un peu le hasard, les explications ne sont pas très claires, et puis mon analyse personnelle après 15 ans, c'est que qui est-ce qu'on a en face? Alors moi, l'idée qu'on ait la CIA, j'élimine un peu, je pense qu'ils ne sont pas assez malins. Les scientifiques, je ne les vois pas faisant une chose comme ça. Bon, alors c'est peut-être des extraterrestres, mais si c'est des extraterrestres, comment ils fonctionnent? Eh bien, ma conclusion, c'est que ils savent pas trop faire, ils sont pas très sûrs de ce qu'ils doivent faire avec nous, quoi. Disons qu'il y a une certaine gêne, il y a une incohérence, il y a des mouvements de marche avant, de marche arrière, et finalement, ce que j'ai un peu lancé comme idée dans le livre, c'est on n'est peut-être pas très sûr qu'ils nous comprennent très bien, quoi. Et c'est vrai qu'en imaginant des gens qui viennent d'une autre planète, ils arrivent chez les terriens, on a des côtés très déconcertants. Et qu'est-ce qu'on peut lancer comme idée justement sur cette différence, puisque morphologiquement, ma foi, 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, une bouche, les êtres des différentes planètes sont semblables, mais ils pourraient être beaucoup plus dissemblables sur le mode du soft. Et ce qu'il y a dans ces documents, c'est qu'il y a une absence d'imaginaire, il y a une absence d'imagination, il y a une absence de fantasme, de mythe. Et moi j'ai été amené à me demander si cet imaginaire puissant que nous avons, cet inconscient, eh bien est-ce que c'est une loi de la nature obligatoire, ou est-ce qu'il n'y aurait pas des ethnies qui auraient des inconscients sinon inexistants, du moins beaucoup plus faibles? Et il y a une forme d'expression linguistique dans ces textes qui est évoquée, qui est une expression double. On a un double langage, hein. Si je dis à quelqu'un dites-lui que je suis là, vous voyez bien que gestuellement ça veut dire le contraire. Je peux aussi dire ah ça je vais lui rendre l'argent que je lui dois. Mon intonation nie complètement ce que je viens de dire. Bon. Mais donc le bilangage ou le multiple langage, c'est une chose qu'on peut pratiquer. Mais eux pratiquent d'après leur texte un bilangage systématique qui correspond, on pourrait appeler ça une biconscience. C'est-à-dire, imaginez que votre monde conscient et inconscient se transforme en 2 mondes conscients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à imaginer. Et avec une réflexion double sur les choses, être capable de penser à la fois à de la météorologie et de la chimie en même temps, et d'avoir 2 discours cousus l'un dans l'autre. Alors, au point de vue des maths, de la cosmologie, de la logique, ça pose des problèmes tout à fait fantastiques, parce que en cosmologie, on a un problème avec le temps. On n'arrive pas à l'orienter. Toutes nos équations sont time reversible. Hein. Et quoi qu'on fasse, à chaque fois qu'on essaye d'attraper cette flèche du temps et de la fixer, elle a une tendance naturelle à se retourner. Et la meilleure façon de la négocier, ce serait de décrire un phénomène à la fois du passé vers le futur et du futur vers le passé. Et pour ça, il faudrait avoir un bilangage. Il faudrait avoir une écriture mathématique qui va avec. Et à ce moment-là, notre logique serait différente. Elle aurait 4 valeurs au lieu de 2. Elle correspondrait à vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, faux, vrai. Ce serait plus la logique aristotélicienne, et c'est tout dans ces textes. Donc il y a plein de choses vraiment scintillantes, exotiques. Il y a des paillettes dans ce limon, quoi.
il y en a en cosmologie, il y en a en technologie, il y a une prédiction. Par exemple, nos ordinateurs vont être luminiques. Actuellement, je ne sais pas si dans la presse scientifique on montre des progrès sur la nanoélectronique, sur le fait que nos microprocesseurs sont en train de maigrir. Le mégaoctet va devenir de plus en plus dense. Et si on continue cette évolution, on va tomber vers des ordinateurs qui géreront des paquets de charge électrique qui viendront très faibles et qui deviendront très sensibles aux perturbations électromagnétiques. Donc à ce moment-là, ce sont les ordinateurs photoniques qui doivent prendre leur lait. Et les ordinateurs photoniques, ils sont déjà à l'étude depuis longtemps, comme de bien entendu chez les militaires. En effet, pour faire un guidage de tête de missile en phase finale de rentrée, il faut la piloter, donc il faut un peu d'électronique. Or, cette électronique est extrêmement sensible aux explosions thermonucléaires, à ce qu'on appelle l'arme EMP, Electromagnetic Pulse. Donc les militaires se sont dit, il faut absolument qu'on ait des systèmes de guidage basés sur des ordinateurs qui ne soient pas des ordinateurs électroniques. Donc les missiles, ce sont le moteur d'une recherche intensive sur les microprocesseurs optiques. Et là, il y a une description sur cette finalité. Tous nos processeurs vont devenir des systèmes optiques. Ça paraît assez logique. Ça ne se fera pas tout de suite parce que c'est déjà pas facile de faire des transistors qui font quelques microns de diamètre, mais il va falloir qu'on fasse des lasers qui font quelques microns de diamètre. Et à ce moment-là, on aura les ordinateurs de l'avenir, ce seront ceux-là, quoi. Encore un autre chapitre que ça soulève, c'est le côté éthique. Ce ne semble pas être des gens qui veulent nous envahir, nous dominer, nous réduire en esclavage. Il n'y a pas de guerre, il n'y a même pas de confrontation spectaculaire. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous dites que ce sont des gens qui ont peut-être pas trop d'imaginaire, en tout cas pas d'inconscient. Est-ce que ce seraient des gens qui seraient plus éthiques que nous? Moins corrélats? Je dirais à la fois oui et probablement différemment. C'est-à-dire que nous, on a une telle vision terrestre. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? On arrive dans un pays, sur une île où il y a des gens qui vivent à l'âge de pierre et on les envahit. On arrive chez eux avec un hélicoptère. Je me rappelle un jour, on avait découvert, je crois, les Tassadai aux Philippines, qui étaient des gens qui vivaient à l'âge de pierre. Bon, on leur a amené des couteaux, des haches, des miroirs. Vous imaginez, vous prenez un homme de l'âge de pierre, vous lui donnez une glace, ça perturbe sa culture de façon extraordinaire. Les Papous ont été découverts en 1932 pour ce qui est de l'intérieur de la Nouvelle-Guinée. Bon, ils ont été découverts par des chercheurs d'or. Et on pourrait se dire maintenant, qu'est-ce qui reste de la culture papou? Il en reste une espèce de version très distordue. Ils ont gardé les plumes, la couleur pour faire payer le tourisme, mais on a créé une perturbation absolument colossale dans leur vision de l'univers, dans leur cosmologie. Et c'est une chose qui a été assez bien décrite par un ouvrage qui a été publié il y en a un ou deux par un type qui s'appelle Connolly, qui s'appelle Premier Contact. Et des journalistes et des ethnologues sont allés en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, et ont retrouvé des témoins de la première irruption blanche, et on cherchait à savoir quelle avait été la réaction de ces gens-là. Et la réaction des Papous, mais c'est un effondrement total. Je donne un exemple. Tout leur commerce était basé sur le culte du moka, c'est-à-dire sur le commerce avec des coquillages. Et ces coquillages transitaient très très lentement depuis la côte jusqu'à l'intérieur des terres. Bon, un jour, on a pris un papou, on l'a emmené en avion au bord de la mer, et il a vu que le bord de la mer était jonché de coquillages. Donc monétairement, au point de vue mythique, tout s'effondrait. En plus, le bout de la terre ne correspondait pas à ce qui était dit dans la tradition orale sur les colonnes qui supportaient l'univers. Il n'y avait pas de colonnes. Il est revenu en disant c'est pas ça. Bon, nous on a des colonnes qui supportent notre savoir. Ces colonnes sont de nature religieuse, métaphysique, scientifique. Et si tout d'un coup on nous apporte des éléments qui perturbent tout ça, notre savoir s'effondre. Et là il y a une phrase sur laquelle je voudrais insister. C'est que toute pensée qu'on peut avoir, que ce soit une pensée de tous les jours, une pensée scientifique, c'est un système organisé de croyances. Et nous ne sommes que ça. Nous sommes des systèmes organisés de croyances, y compris sur le plan scientifique. Chez nous, les croyances, c'est les axiomes. Mais vous-même, si vous faites un peu un retour et que vous êtes honnête, vous vous apercevez qu'il y a des choses auxquelles vous croyez et que si on vous les enlève, vous devenez fou. Votre mental s'effondre complètement. Et l'évolution mentale d'un être humain, ça consiste à changer de temps en temps une croyance à une autre. Et c'est un peu comme un bâtiment où on changerait une colonne, on la remplacerait par une autre et le bâtiment évolue, mais il évolue lentement. Maintenant, si vous enlevez toutes les croyances et que vous
n'êtes pas fichu de les remplacer rapidement, eh bien, linguistiquement, l'individu s'effondre complètement. Donc c'est ça l'éthique, c'est par rapport à une question du genre, mais pourquoi ne pas prendre contact directement avec nous? Eh bien, quand on prend contact directement avec une population, on l'écrabouille complètement, culturellement. Et on pourrait déjà regarder le désordre qui règne actuellement sur Terre. Vous aviez un empire socialiste qui vivait avec une croyance qui était le marxisme. Les gens apprenaient quand même ça à l'école, c'était le biberon. Ça va apporter le bonheur aux hommes. Le bonheur, c'est Marx, Engels, et tout ça. Et tout d'un coup, c'est fini. Moi, j'ai des amis qui ont une cinquantaine d'années, qui ont été élevés aux jeunesses communistes, qui sont soviétiques, qui ont été au parti. Tout d'un coup, tout ça fiche le camp. Et je me rappelle, il y a 3 ans, un de mes amis qui dirige un laboratoire de laser m'écrivait une lettre pleine d'humour en me disant « Tu n'imagines pas ce qui se passe dans nos laboratoires, de quoi parlent les gens, et franchement, si tu voulais me rendre service, dis-moi si Dieu existe. » Alors pour un type qui a été élevé dans le marxisme, ça montre un peu le désarroi. Donc le désarroi, il est déjà considérable. Et si des extraterrestres arrivaient sur notre planète et apportaient des réponses complètement autres que celles que nous avons, mais on serait complètement désorganisé. Pourquoi ils se retiennent de la faire? Ils seraient alors plus délicats que nous l'avons été envers les peuples primitifs. Oui, mais je crois que là, il y a l'idée d'une éthique de gens qui sont quand même conscients du dégât qu'ils peuvent faire. Je sais pas, nous, on fait des dégâts sur des peuples. Par exemple, mon dentiste me disait il y a un mois, le peuple Touareg est peut-être un peuple appelé à disparaître. Effectivement, on peut considérer qu'il y a des populations primitives qui n'ont plus leur place et qui vont être écrasées, qui vont être balayées par le vent de l'histoire. On peut aussi dire, il faudrait peut-être faire attention parce que ces gens-là, ils ont le droit d'exister, quoi. Regardez, on a fait beaucoup de cas autour de ce film Danse avec les loups là que vous avez vu, qui vous a sans doute plu. Et c'est vrai qu'en 80 ans, on a écroulé complètement une culture. Quand les Blancs sont arrivés sur le continent nord-américain, ils sont tombés sur des gens qui vivaient à l'âge de pierre. Et l'âge de pierre, ils avaient des flèches avec des silex, ils connaissaient pas les métaux, mais ils avaient une pensée que nous commençons seulement à envisager et à découvrir. Pas à découvrir parce qu'elle a disparu, puisque c'était une pensée non écrite. Mais il y avait une culture, il y avait une vision du monde qui, sur certains plans, nous était supérieure. Nous, on commence simplement à imaginer que la nature, ça puisse être quelque chose et qu'il faut vivre avec. Et que l'homme occidental se trompe peut-être en essayant d'imposer des lois à la nature. On découvre la biochimie, les manipulations génétiques, et on s'imagine qu'on va pouvoir fabriquer absolument n'importe quoi. Ça risque de nous sauter à la figure terriblement, une chose comme ça. Et qu'est-ce que disaient les Indiens? Nous sommes les locataires de la terre, la nature, les populations de bisons, ça existe indépendamment de nous, et nous vivons en symbiose avec ce genre de choses-là. Et il nous faut attendre un siècle de révolution industrielle pour commencer simplement à envisager qu'il faut une évolution symbiotique. On découvre ce que c'est que l'écologie, on ne peut pas faire absolument n'importe quoi, qu'il va falloir gérer les choses un peu différemment. Et je crois que, et ça c'est, on pourrait dire, le centre de gravité du texte, du discours humide, c'est le problème de la dangerosité de la technologie militaire. Je crois que les gens ne se rendent pas compte actuellement de ce qu'on a en main, quoi, franchement. Finalement, on est en train de devenir un deuxième monde Atlante. Un deuxième monde Atlante. Atlante, c'est-à-dire Atlantide. Oui, on peut disparaître complètement, c'est sûr, mais peut-être jusqu'à un point où la vie ne pourrait pas se recréer sur Terre, hein, parce que, bon, dans ce genre de conférence de presse, le sujet humide, il est assez coloré, le livre est amusant, c'est vrai que il y a une partie Spielberg dans ce bouquin, quand on l'a un peu lu, c'est amusant, hein, bon, je l'ai conçu comme ça, parce que je me suis dit, autant que les gens passent un bon moment, quoi. Mais les problèmes que ça soulève après sont les visages deviennent un peu graves, quoi. Comme je disais à votre collègue tout à l'heure, avant la guerre de 39-45, un bombardier, ça emportait une tonne de TNT. Et avec une tonne de TNT, vous démolissez un immeuble. C'est à peu près ce qu'on envoyait sur les immeubles de Londres pendant le Blitz, quoi. Et puis, 8 ans plus tard, on avait 12 000 tonnes de TNT avec un seul engin. Et à l'époque, vous auriez dit à un pilote de bombardier, tu vois la bombe que tu enlèves, que tu emmènes comme ça, et bien dans 8 ans, il y aura un avion qui sera un peu plus gros, mais il aura une seule bombe, et elle équivaudra à 10 000 de tes bombardiers. Il ne paraît pas pu comprendre.
C'était inconcevable. Alors déjà, Hiroshima, il y a un facteur 10 000 entre les deux. Et ça, on a du mal à saisir la chose comme ça. Simplement, comme on a déjà essayé ça sur des hommes, on sait que c'est horrible, on sait qu'il y a des destructions mécaniques qui sont considérables, que ça détruit un quartier d'une ville, et puis qu'il y a 100 000 morts en une seconde, qu'il y a des gens dont on a retrouvé l'ombre sur les murs parce qu'ils ont été volatilisés par le rayonnement, etc. Mais est-ce qu'on réalise que 20 ans après Hiroshima, on a fait exploser 2 bombes qui étaient lâchées par avion, qui étaient donc opérationnelles, qui pouvaient être emportées par des fusées, et qui étaient 10 000 fois plus puissantes qu'Hiroshima, c'est-à-dire qu'elles faisaient 100 mégatonnes. Et ça, des bombes de 100 mégatonnes, personne ne les a vues, on n'a pas de films de ces choses-là. Hein. On a des films de bombes de 1 ou 2 mégatonnes qui sont les bombes américaines, mais on n'a pas de films de bombage de 200 mégatonnes. Et 200 mégatonnes, ça crée un dégagement champignon qui monte à 3 fois l'épaisseur de l'atmosphère terrestre. Et ça a été utilisé, ça a été testé. Oui, c'était opérationnel. Avec 10 bombes de 100 mégatonnes, on détruit les 2 tiers de la population du Canada et toute son infrastructure humaine et industrielle. Ça existe, c'est opérationnel. Alors, pour en revenir à notre sujet, est-ce que les humides qui semblent aussi intéressés à nous transmettre des lumières scientifiques, est-ce qu'ils nous ont aussi transmis des suggestions pour que l'évolution de l'humanité n'aille pas vers la catastrophe, pour éviter D'abord, vous imaginez bien qu'il y a une prudence, parce que donner aux terriens des informations scientifiques, si c'est pour en faire des choses comme ça, c'est une catastrophe. Par exemple, lors de dialogues, parce qu'il y a eu des rencontres directes avec certaines personnes, les questions c'est, mais est-ce que vous ne pourriez pas nous aider et nous donner les tuyaux pour guérir le cancer? Et la réponse, c'est du style, celui qui sait le guérir, c'est aussi le provoquer. Et quand on sait de quoi les hommes sont capables, moi j'ai sur mon bureau un rapport bleu de l'Institut des hautes études de la défense nationale que je me suis procuré d'une façon XYZ, eh bien c'est sur les armes cancérigènes. Et de nos jours, je peux vous garantir que dans presque tous les pays développés, il y a des cellules, il y a des gens qui travaillent activement là-dessus. Tellement merveilleux de pouvoir faire des cancers pour se débarrasser de certaines personnes et tout ça. Donc si on est une civilisation qui est capable de faire une chose pareille, on ne peut pas filer à ces gens-là des informations scientifiques, c'est horriblement dangereux. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Ils ont distillé, enfin ça prenait un temps pour les décoder, mais c'est ce qu'ils ont fait. Oui, vous savez, ce que j'ai fait en cosmologie, je ne pense pas que ça puisse être appliqué. En MHD aussi, c'est encore assez primitif. Non, ce qui se passe, c'est que ce système de texte, c'est une machine à penser, une machine à réfléchir. Alors ça peut évidemment faire progresser des gens dans les domaines de la science, tout ça. Moi je dirais que pour moi, ça m'apparaît secondaire. J'ai des travaux en cours comme ça, qui sont assez excitants, mais cette préoccupation passe loin derrière la préoccupation de l'humanité actuelle. Et qu'est-ce qu'on devrait faire actuellement? Moi j'ai essayé de trouver 2 idées. La première, c'était d'essayer de créer un mouvement international qui parte de gens divers et spécialement de gens de médias, parce que vous avez un rôle considérable à jouer là-dedans. Et il s'agit d'une idée que tout le monde peut comprendre, on n'a pas besoin d'être scientifique pour le faire. Actuellement, vous avez un plan de désarmement qui a l'air d'être mis en œuvre. On propose de détruire des armes thermonucléaires. Et on peut se demander, dans ce contexte, pourquoi on continue les expérimentations nucléaires souterraines. Or, ces expérimentations nucléaires souterraines, ce sont elles qui font progresser les côtés qualitatifs des armes. Et peut-être à un stade peut-être irrémédiable, mais pour le principe, moi je suggère que les peuples du monde démarchent auprès du secrétaire général de l'ONU en demandant l'interdiction immédiate, l'arrêt des expérimentations nucléaires souterraines. Alors c'est intéressant parce que ça ne crée pas de chômage, ça n'a aucune incidence économique et ça n'arrête pas la science. Il n'y a pas d'argument positif en fonction du maintien de ces expérimentations nucléaires souterraines. Personne ne peut dire il faut continuer pour ça. Simplement, jusqu'ici, ceux qui ont demandé ces arrêts, c'est Greenpeace. Et Greenpeace se trompait de cible en disant les Français font des expérimentations souterraines à Mururoa, ça risque de créer une pollution. Alors à ce moment-là, un ministre des Armées vient nager au-dessus de l'eau en disant vous voyez, c'est pas dangereux du tout, etc. C'est pas le problème de la pollution, c'est le problème de la... Si on stoppait ça, on gênerait très efficacement le progrès qualitatif des armements, car ces armements nucléaires ou post-nucléaires ne peuvent se développer qu'à travers des expérimentations de ce genre. D'autre part,
c'est facilement contrôlable avec des sismographes. Ça a été proposé par les Russes depuis longtemps, en 83. Et une idée comme ça, aussi facile à comprendre pour tout le monde, facile à mettre en œuvre, facile à contrôler, ce serait un précédent, je trouve, humain. Si on avait des centaines de milliers de personnes qui adhèrent à une idée de ce genre, ce serait la première fois que les humains diraient « on en a marre que les scientifiques utilisent la science pour faire du mal ». Parce que ça ne peut faire que du mal, ça ne fait pas de bien, ça ne sert à rien. Et on veut que ça s'arrête. Et il y aurait un moyen de pression des populations. Depuis une date assez récente, il y a un moyen de pression des populations sur l'écologie. Par exemple, il y a quand même un mouvement qui a dit on n'a pas envie qu'on mette à sac l'Antarctique. Je crois que c'est Cousteau qui s'est occupé de ça. Bon, eh bien, s'il n'y avait pas eu ce mouvement, il y aurait déjà des industries minières qui seraient là-bas. Et pourtant, là, il y avait une raison économique. On pouvait dire il y a des richesses dans l'Antarctique. Nous sommes en droit d'aller là-bas les chercher, le pétrole, etc. Et pourtant, cette chose-là ne s'est pas faite. Donc, vous voyez le rôle considérable que vous, les gens de médias, vous pouvez avoir en répercutant une idée comme ça, simplement. Et actuellement, on a quelquefois des émissions sur la santé, comme ça, où on s'aperçoit des énergies extraordinaires que les médias télévisés arrivent à susciter avec des nuits où on entend des chiffres monter de gens qui contribuent, on voit des millions de dollars qui apparaissent, des portefeuilles. Là, il ne s'agit même pas d'ouvrir des portefeuilles, il s'agit simplement que les gens s'expriment en disant on voudrait que ça s'arrête. Et imaginez une émission de télévision où, à l'échelle de l'Amérique, on dirait voilà, toute la population d'Atlanta a décidé de signer cette pétition, ça fait tant de personnes, et on arriverait à voir les pétitionnaires augmenter de nombre par millions. Et ça ferait de l'effet. Si on veut rendre ça médiatique, on n'a qu'à faire arriver les pétitions signées par camion et les déverser avec des bennes devant le secrétariat de l'ONU, un peu comme une façon qu'auraient les hommes de dire nous nous exprimons et ça nous voulons que ça s'arrête. C'est les humides, ces gens-là. Alors, le jour dit, au lieu d'avoir simplement monsieur et madame Denise qui attendent, ils sont 30 dans l'appartement, prêts à leur poser des questions et tout ça. Et ils sont pas venus, ils ont téléphoné. Et Fariol a enregistré donc le message. Alors, les phrases, c'est no formulen preguntas a sus hermanos reunidos en su domicilio, que les gens réunis dans cette maison ne nous posent pas de questions. Supplicamos perdón, señor, disconnecto la communication. On vous demande pardon, on va couper la communication. Il y a donc simplement 2 phrases. Je crois que tu les as enregistrées, on peut les entendre là. Vas-y. Je sais pas si tu me... Alors, évidemment, on pourrait dire n'importe qui peut imiter cette voix-là, mais à l'époque, je l'avais soumise à un laboratoire de phonétique et l'analyse est en rectotono, c'est-à-dire que ce n'est pas des organes vocaux humains qui peuvent produire ce genre de fréquence. Parce que quand on élance des voyelles, on est beaucoup plus instable, on a un conduit vocal beaucoup plus élastique, quoi. Donc ça collait assez bien avec ce qu'il disait dans ses documents. Enfin, je veux dire, c'est pour la petite histoire, parce que ça ne peut pas constituer une preuve en soi, quoi. Alors, il ne laisse pas d'adresse. C'est quelqu'un qui voudrait les contacter, mais pourrait pas. Dans tout ce qu'ils ont donné. Je cherche toujours à être maître du jeu, c'est sûr. Et à contacter les gens quand ils ont envie. Bon, Fariol, lui, a une possibilité de retour. En fait, c'est une histoire assez compliquée, en ce sens qu'il y a un certain nombre de niveaux de contact. Hein. Il y a des gens qui peuvent faire remonter l'information, et d'autres qui se contentent de la subir. Mentionnez qu'il y a des gens au Canada qui ont été contactés également. J'entends ça ces jours-ci. Moi, je ne sais pas. Je pense que... aussi. Oui, oui, il y a un réseau canadien, en ce sens que quand il y a eu cette histoire de 67, avec l'atterrissage de San José de Valderas,
ça a créé une effervescence dans tout ce petit monde. Et il y avait parmi ces gens-là un curé qui s'appelle Père Guerrero et qui lui a fait une véritable crise mystique et s'est mis à en parler à la presse. Et c'est là que les journaux ont fait la une avec toute cette histoire-là. Une colonie d'extraterrestres vivrait aux environs de Madrid, etc. Et c'est là que est arrivée une lettre du Canada disant pourquoi parlez-vous? Vous savez bien que nous avons consigne de nous taire. Donc c'est comme ça que les Espagnols ont connu l'existence d'un réseau canadien. Et il est vraisemblable qu'il doit exister encore. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans les collines de Digne pour trouver la grotte où ils ont installé leurs choses, soit-il? Parce que j'ai pas les moyens techniques de le faire. Et je dirais que je pense que j'ai mieux à faire en menant les projets que j'ai évoqués tout à l'heure que d'aller chercher cette grotte, parce que cette grotte elle existe peut-être pas, mais il y a des choses plus urgentes. La lecture de ces textes attire mon attention sur des urgences terrestres qui me paraissent être la meilleure réponse à ce genre de lecture. C'est assez inquiétant d'imaginer qu'on puisse être aussi avancé dans le domaine des armements. C'est les extraterrestres qui vous ont appris qu'on était si avancé? Ben, dès 1975, je veux dire, c'est ça qui m'a intéressé. En 1975, il y avait des textes sur les armes à énergie dirigée, par exemple. Alors moi, je me suis rendu à Livermore et à Sandia, et sachant où il fallait regarder, j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai visité les lasers Janus à l'époque. Je suis revenu en Europe avec le mot terawatt à la bouche qu'on ignorait totalement à cette époque-là. Et en 75, il y avait une description assez précise de la guerre des étoiles. Et il n'y a certainement pas beaucoup de monde qui devait savoir de quoi il retournait. En 75, les Américains et les Soviétiques savaient ce qu'ils voulaient faire. Gérald Dionas avait une idée très précise des armes à faisceau d'électrons. Et ces générateurs crachaient déjà 10 terawatts, ce qu'on ignorait totalement en Occident. Donc, là encore, voilà un type qui a des idées en cosmologie et qui les diffuse. Et puis voilà un gars qui a des idées très précises sur la stratégie, sur ce qui se fait à Livermore. Mais qui c'est ce mec? Et puis dans la lettre de 91 sur la guerre du Golfe, désignation 8 jours à l'avance de tous les objectifs irakiens, avec attaque par missile de croisière, avec une vision très précise sur ce qui allait se passer. Là encore, quels sont les personnages qui diffusent ces informations? Pourquoi dans votre livre vous n'avez pas illustré? Parce que il y a des gens qui l'ont vu ou on peut faire une hypothèse de ce qu'ils ont l'air visuellement, ces gens-là. Ben, c'est ce qu'ils disent. C'est assez cohérent d'ailleurs avec le fait que leur planète gravite autour d'une étoile qui est moins chaude que la nôtre. Et ce qui est assez amusant, c'est ils disent on a été étonné de voir qu'il y avait de la vie autour d'une étoile aussi chaude que le Soleil. Alors nous, comme on est en train d'essayer d'observer tous les soleils, peut-être qu'on se trompe et qu'en fait la vie se développe autour d'étoiles plus basses en température, 5500 degrés, quelque chose comme ça. Et donc les planètes sont plus près, de façon à avoir un ensoleillement quand même. Donc les années sont plus courtes. Mais avec la distance à laquelle ils orbitent, leur climat est quand même beaucoup plus froid. Ce qui fait qu'à l'équateur, c'est au plus la Provence, quoi, ou le nord de la France. Par conséquent, quand on a un climat qui est moins ensoleillé, on n'a pas besoin de fixer la mélanine. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas cette réaction cutanée qui est une réaction physiologique normale pour se protéger des fortes insolations. Donc physiquement, ils disent que c'est des gens assez pâles, ils fixent mal la mélanine. C'est l'information sur leur physique, mais autrement j'en ai pas d'autres. Ils sont toujours imagés très très clairs. Hein. Justement, ça répond à ce que vous dites là. Ils n'ont pas fixé la mélanine et ils sont très clairs. Je sais pas. Effectivement, dans la bibliographie, il y a des gens qui décrivent des extraterrestres jaune citron, blanc. On n'a pas vu de noir encore, hein, je crois que c'est ça. Mais ce qui a été vu surtout, ce serait comme les engins. Les extraterrestres comme tels, est-ce qu'ils ont été vus? Ben ça, je vous dis, dans ce genre de jeu, hein, de Kriegspiel, il y a des couches, il y a des strates. Hein. Il y a l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'extraterrestre. Aussi bien dans une population quelconque, canadienne ou espagnole, il y a le type qui travaille depuis 20 ans sur des documents, et puis il y a le gars qui les rencontre 2 fois par semaine. Moi, je ne peux pas vous dire jusqu'où ça va. Mais vous semblez dire que les communications, les textes que vous avez décryptés,
nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et vous, ça vous a changé? Oui. Oui, au plan de philosophie. Énormément, oui. Je dirais qu'en tant que scientifique, je conclurais que je ne sais pas grand-chose. Donc, vous avez défini René Fouéré comme un prédécesseur et vous m'avez dit que sa femme vous avait remis... Montré, oui. Montré une lettre du mythe que René Fouéré aurait reçue. Il y a longtemps, oui. Enfin, René Fouéré n'est pas scientifique. C'est un ingénieur. Oui. Et c'est un spiritualiste. Est-ce que vous, vos connaissances, le savoir que vous avez maintenant, a changé une dimension en vous? Avez-vous une vie spirituelle, par exemple? Ben, je vous dirais hélas non, parce que j'ai perdu mon fils il y a 15 mois dans un accident dramatique, donc j'étais confronté au problème de la mort, et quand je suis allé le voir à la morgue, comme il s'était noyé, il était intact, et je savais en tant que scientifique qu'il n'était plus qu'un paquet de cellules. Donc j'ai pas besoin de ces documents-là pour être confronté à ce problème, et il y a dans ces textes du mythe toute une dimension assez curieuse, et moi je suis pas un homme de croyance. Par des formations scientifiques, j'arrive pas à croire. Il faut que j'arrive à construire. C'est mon métier, quoi. Donc je suis pas croyant, et on en souffre parce que c'est très dur de pas être croyant. C'est tellement plus facile d'avoir des croyances religieuses, ça aide beaucoup, hein. Et dans cette vision que ces gens-là proposent de l'univers, il y a quand même une idée tout à fait essentielle qu'il y a un pont entre la connaissance scientifique et la connaissance métaphysique. Et sur Terre, on fait le divorce entre les deux. C'est-à-dire qu'un type dit, moi je suis homme de science, et puis je suis protestant, je suis catholique, je suis juif, mais il ne fait pas le mélange entre les deux. Je dis que la connaissance religieuse ne se mesure pas avec un appareil de mesure, alors que chez les humides, si. Alors, il y a... la connaissance religieuse se mesure. Oui, je veux dire, traquer l'âme au fond de l'encéphale, vous la trouverez, c'est ce que j'écris dans mon livre, quoi. Et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est une idée fascinante. Parce que ce serait la solution commode de pouvoir avoir une conception du monde, y compris une conception métaphysique, qui fonctionne avec notre vision scientifique. Alors que pour le moment, on a les deux séparément. On a les gens du monde spiritualiste qui sont tous sauf des scientifiques, qui tournent le dos à la science, et on a la science qui tourne le dos à la spiritualité. Oui, mais quand c'est pas opératoire leur vision, quoi. C'est comme Fritz Capra, hein, le Tao de la physique aussi. Moi, je lis ça, je reste un peu sur ma faim. Hein, c'est toujours pareil. C'est la connaissance scientifique pragmatique, opérationnelle, avec des appareils de mesure, avec des expériences. Et puis il y a une connaissance intérieure qu'on atteint par la méditation. Entre les deux, il n'y a pas de lien. Donc ça ne fait pas progresser les choses. Quel âge avez votre fils? 23 ans. Avez-vous d'autres enfants? Oui, j'ai une fille de 7 ans et demi. Oui. Mais moi j'ai été un peu enseignant aussi en philosophie, et pour un scientifique, le problème de la conscience, c'est quelque chose d'insoluble. Ça ne sert à rien. Et je suis en train d'écrire un livre sur la biologie avec un collègue biologiste, et justement on va un peu choper sur ce genre de choses, voir si on peut dire des choses pas trop stupides. L'homme est une machine chimique avec des enzymes, c'est un ensemble de circuits neuronaux, c'est un système cybernétique, mais ça n'est pas que ça. Et quel est ce supplément? Si je peux vous convier, nous avons préparé un buffet, mais M. Petit va venir aussi en attendant la prochaine entrevue. Et vous pouvez en parler avec lui, on m'a demandé les documents. Je suis à votre disposition. C'est vous qui réglez mon emploi du temps. Oui, je l'écris là. J'ai d'autres documents.
TV sur YouTube, liste des vidéos, la nouveauté, reportage de conférence de presse de Jean-Pierre Petit et les Humites. On va entendre maintenant quelques passages de Linda Moulton-Howe dans l'esprit du congrès UFO 601 de la conscience à l'infini. C'était lors du congrès UFO 401 de Pacte J'ai parlé avec les humains. avec plusieurs personnes qui avaient eu accès à des informations dans des agences et tous ces gens m'ont dit la même chose. Le gouvernement des États-Unis a fait une entente, un pacte avec la mauvaise espèce. Si ce qu'ils m'ont dit est vrai, il y aurait eu également des grands blonds qui auraient exigé que le gouvernement abandonne toutes les armes nucléaires. Ainsi que d'autres conditions. Et selon ce que l'on raconte, l'administration Truman a répondu non. Et les extraterrestres gris qui ont fait un pacte n'exigeaient pas de telles choses. Ils n'avaient pas de telles conditions. Alors, est-ce que ça veut dire que l'espèce des grands blonds est-ce que ça veut dire que ce sont nos amis? Mais est-ce que ce sont des amis qui imposent des règles? Des amis qui nous disent vous allez détruire cette planète et nous n'allons pas vous aider. Nous n'allons pas vous donner d'énergie libre. Nous n'allons pas vous donner ces... Oui, Linda Moulton-Howe qui s'est présentée à l'émission de Whitley Freebird déjà depuis 2-3 semaines. Sera-t-elle avec nous au UFO 601? C'est possible. Faire une mise à jour de son dossier sur le phénomène extraterrestre proche au congrès de la conscience à l'infini, qui est à la fois les 50 ans de l'ufologie civile au Québec, 1966-2016. C'est une présentation à la fois de Orandia, du Garpin et d'ésotérisme expérimental dont vous remarquez que le logo ressemble au logo des Humites. Nos mascottes au UFO 401, les poupées Matryoshka, une réalité en cache peut-être une autre, et au UFO 501, les monsieur et madame Patate, quelle que soit la couleur de la peau, on est tous semblables, d'une certaine façon, 2 yeux, des oreilles, une bouche. Et les bonhommes Lego, cette année, c'était l'invitation à tous les représentants de l'ufologie au Québec. Rendez-vous ufologique annuel, 3e de 3. Samedi, 8 octobre 2016, de 9h le matin à 22h à l'hôtel Sandman à Longueuil. Voyez le pont Jacques-Cartier derrière et le centre-ville de Montréal. On est sur la rive sud de Montréal, en face de la Ronde, et à côté de la station de métro Longueuil. Très près, très près, c'est juste à côté. Et le stationnement, c'est gratuit pour les congressistes. Bonne semaine, à bientôt.